Bonjour à toutes et à tous à notre interview d'aujourd'hui qui s'inscrit bien sûr dans le cadre de notre série CESI Talks. Et on a des interviews, des entretiens avec des décideurs européens, mais aussi avec les représentants de nos organisations membres. Et je suis particulièrement heureux de pouvoir souhaiter la bienvenue à Luc Villet, porte-parole du SPELC, le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique. Luc, beaucoup de choses se passent pour l'instant en France. C'est intéressant, mais c'est plutôt aussi inquiétant. Si on parle des réformes des retraites, on a l'impression que c'est la réforme des retraites, mais il y a beaucoup plus de choses qui remontent à la surface. Oui. Il y a une colère qui est presque tangible et la question, les positions paraissent tellement irréconciliables. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans le futur et comment éventuellement calmer le jeu aussi? Alors, je partage totalement ce constat qui est un constat qui, moi, je le trouve plus inquiétant qu'intéressant, en tout cas dans la période actuelle, puisqu'effectivement, les manifestations actuellement deviennent de plus en plus agressives, deviennent de plus en plus violentes. Quoique, il faille être extrêmement prudent, parce que ce ne sont pas les manifestants eux-mêmes qui s'adonnent à la violence, à la brutalité, aux destructions. Hein. On le sait très bien, ce sont des groupes qui viennent pénétrer les cortèges et les manifestations. Et je voudrais souligner que jusqu'à l'utilisation du fameux article 49.3 de la Constitution française par le gouvernement, toutes les manifestations s'étaient passées dans un esprit parfaitement calme, parfaitement serein, déterminé, c'est sûr. Le refus du passage à 64 ans pour l'âge de la retraite est un refus fort, catégorique. Les Français n'en veulent pas à plus de 75%. C'est quand même extrêmement important, même si pour les yeux d'autres travailleurs en Europe, ça peut paraître étonnant puisque dans plusieurs pays, on travaille maintenant jusqu'à 67 ans. Donc effectivement, il y a une difficulté à comprendre ce mouvement. Ce mouvement, j'ai envie de l'expliquer par ce qu'on appelle le principe de la cocotte minute. Et tu disais toi-même, Klaus, lors d'une intervention récemment, que nous vivons depuis quelques années en situation de permacrise. Et j'adhère tout à fait à cette affirmation. Et si on recherche dans les années qui viennent de s'écouler, on a eu la fameuse crise financière de 2009. Ensuite, on a eu bien sûr la crise du Covid, on est d'accord. Ensuite, il y a eu l'inflation. Par exemple, à titre personnel, j'ai regardé dans mes archives. En 2020, j'ai acheté un litre de fioul à 70 centimes d'euros. Actuellement, il est à 1,27 €, le même litre. C'est-à-dire que ma facture de chauffage a quasiment doublé. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération. Ensuite, bien entendu, il y a eu ce déclencheur, cette soupape qui a lâché, qui était le projet de réforme des retraites en France. Alors, si je peux continuer sur cette réforme, je suis persuadé que les Français savent qu'il faut une réforme du système, il faut modifier le système. En revanche, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un écart énorme entre le gouvernement, dont on a l'impression qu'il a tout décidé dans un cénacle restreint, et ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire les associations et les organisations syndicales qui se sont vraiment sentis méprisés. On ne les a pas écoutés. Des grands leaders syndicaux progressistes ont fait des propositions qui n'ont pas été écoutées. Et je crois que c'est vraiment le point qui a fait exploser la marmite et je crains qu'elle ne soit pas sur le point de se calmer. Le SPELC représente bien sûr des travailleurs dans le secteur de l'enseignement, des enseignants, des chefs d'établissement. Quelle est la situation actuelle des enseignants en France, si on parle justement des défis que tu viens de mentionner? Les enseignants, ils souffrent aussi, en souffrent aussi, et particulièrement parce qu'il y a eu quand même des actes atroces ces dernières années vis-à-vis des enseignants. Qu'en est-il du problème de la violence et du non-respect, je dirais, des professeurs en France? Oui, alors, merci de poser cette question parce que je crois qu'elle est aussi au centre, elle est au cœur des problématiques. Je vais parler pour la France, mais je sais que nous ne sommes pas le seul pays atteint par ce phénomène. La violence
l'agressivité commence à pénétrer tous les secteurs. Et la CESI a fait un travail énorme sur les violences extérieures dans les services publics, travail que moi je tiens à saluer parce qu'il est important, et il a mis l'accent justement sur une des particularités de nos sociétés actuelles qui fait qu'on ne prend plus le temps. Il faut tout de suite. Et si on ne l'a pas, on devient agressif. C'est dû à tout un environnement bien particulier. Je ne veux pas le décrire ici. Et bien entendu, ce défi, cette difficulté se retrouve dans les milieux d'enseignement. Ça, c'est absolument certain. Les relations avec les jeunes, avec les familles, même si dans la plupart des cas, ça se passe bien, mais il y a quand même de plus en plus de violence, de plus en plus d'agressivité, de plus en plus d'intolérance à l'égard des religions et des opinions des autres qui mènent à des actes absolument abominables, qui sont aussi, à mon avis, le révélateur de la disparition du respect de nos institutions. Le professeur n'est pas uniquement quelqu'un qui doit transmettre des savoirs, des savoir-faire, de la culture, des valeurs. C'est aussi quelqu'un qui représente quelque part l'institution nationale, la République. Nous sommes les professeurs de la République. Et à ce titre-là, on est victime parfois de difficultés, de violences, en tout cas très souvent d'un manque de respect et de considération. Alors, il y a bien sûr ces deux défis majeurs, je réponds maintenant directement à ta question, ces deux défis majeurs qui sont celui de l'évolution de notre métier, et le manifeste qui a été écrit à la CESI est très révélateur sur ce point-là. Notre métier va évoluer en profondeur. On a bien vu maintenant que l'intelligence artificielle était capable de rédiger à elle seule des thèses de doctorat en entier, de la première à la dernière lettre, et il n'est pas facile de le trouver. Donc, la transmission du savoir est probablement un des aspects de notre métier qui va réduire au profit d'autres choses, plus qualitatives, plus dans l'ordre de comment utiliser ces réseaux sociaux, cette intelligence. Première problématique. Deuxième problématique, particulièrement en France, mais je sais que dans d'autres pays européens aussi, c'est la reconnaissance et la rémunération du métier. Le professeur français est encore de nos jours payé en dessous de la moyenne de l'OCDE. Ça devient de plus en plus inacceptable. Et c'est aussi pour ça que de nombreux professeurs français se sont joints aux manifestations contre le recul de l'âge de la retraite. Parlons de l'Europe, parlons du monde. Il y a une guerre en Ukraine et certains disent que l'Union européenne est en principe l'antithèse à la violence et à la guerre. Et on a toujours du mal à transmettre, je dirais, cette idée européenne. Ça sert à quoi? C'est une question qu'on s'est posée souvent, qu'on a pu répondre dans beaucoup de cas, mais qui reste toujours, l'Europe reste toujours très éloignée de la CESI. Selon toi, l'Europe, ça sert à quoi? Et la CESI, ça sert à quoi? Et on pense ici aussi aux élections européennes de 2024. En tant que professeur, ce serait très intéressant de connaître ton avis. Justement, à titre professionnel, et je sais que je parle au nom de mes collègues, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Pour nous, qui avons une conscience européenne, une conscience qui va au-delà des intérêts personnels, on a bien compris que l'Europe était d'une importance absolument fondamentale. C'est quand même grâce à l'Europe qu'on a traversé nombre de crises. Alors, bien sûr, il n'y a pas eu de guerre en Europe, heureusement, ce qui est d'ailleurs un bon signe, mais un nombre de crises financières, un nombre d'autres crises, grâce justement à des moyens mis en œuvre au niveau européen. Et je regrette que l'espace européen de l'éducation ait tellement de mal à voir le jour, mais je sais aussi que c'est parce que les pays membres sont encore très jaloux de leurs prérogatives en matière d'éducation. Je sais aussi, et ça il va quand même falloir que nos hommes et femmes politiques le comprennent, si tout ce qui est bon vient du pays et tout ce qui est mauvais vient des autres, et en particulier de l'Europe, c'est le genre d'argumentation politique qui, moi, m'est parfaitement insupportable parce que c'est faux. Et il faut que ce discours change. L'Europe, pour moi, c'est d'abord, ce sont des échanges. Tiens, toi, professeur allemand, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Moi, professeur français, italien, bon, je veux dire, j'allais dire anglais, mais non, ils sont partis. Mais voilà, c'est des échanges. Se rencontrer les uns les autres, apprendre à se connaître, apprendre à se respecter. L'Europe, pour moi, c'est aussi une convergence de valeurs.
On ne le dira jamais assez, depuis que l'Union européenne a été créée, nous n'avons pas eu de guerre sur notre sol. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin et ça suscite des inquiétudes et beaucoup d'entre nous regrettent d'ailleurs le peu de visibilité de l'Europe dans ce conflit. Alors je sais que l'Europe agit, mais ce n'est pas assez visible. Il y a peut-être un gros problème de communication. Il y a aussi, et nous l'appelons vraiment de nos voeux, la création de ce qu'on pourrait appeler des socles communs. Alors, premièrement, des socles communs de valeurs, des socles communs de culture et de connaissances. Ça doit être européen. Enfin, personnellement, je ne comprends pas que ça reste français, voire au niveau d'un État comme en Allemagne, qui l'éducation reste le privilège, entre guillemets, parce que ce n'est pas un privilège, mais enfin des Länder. Il faut vraiment ouvrir nos horizons, il faut élargir nos regards, c'est extrêmement important. Il faut créer ces bases communes de culture et de connaissances. Ensuite, il y a des fondamentaux sociaux. C'est quand même pas normal que dans tel pays, un professeur gagne 6 000 euros et que dans un autre pays, il en gagne 1 000. Même s'il y a des différences de niveau de vie, ce sont des différences qui, à mon avis, de nos jours, ne sont plus acceptables. Et c'est là justement qu'intervient la CESI, en promouvant justement tout ce travail au niveau de l'Europe et en particulier, puisque nous sommes une organisation syndicale, promouvoir cette égalité sociale, promouvoir ces minima sociaux et au niveau de tous les pays membres. Moi, ça me paraît extrêmement important et la CESI joue bien ce rôle, mais on peut encore l'amplifier. Luc, un grand merci. Dans une interview avec un député récemment, il disait, je pense qu'il a tout à fait raison, défendre l'Europe sociale, c'est défendre l'Europe tout court. Et c'est pour cela qu'on est là. Luc Villiers, porte-parole du SPELC et bien sûr vice-président de notre conseil, de notre commission d'experts éducation. Un grand merci, Luc. À très bientôt. Je t'en prie, Klaus. À bientôt.